Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour à tous et à tous, et nous avons commencé à discuter, à bavarder aujourd'hui pour commenter l'actualité. Jean-Baptiste Moreau, bonjour, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant. Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Bonjour Régis de Castelnau, bonjour Régis. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Vous êtes toujours en Provence, il y a du Mistral ? Oh oui, il fait froid. Hein. Ouais. Vous êtes avocat, vous tenez un blog Vue du droit, vous avez publié un livre très utile et passionnant, Une justice politique, paru aux éditions L'Artilleur, et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire, et nous attendons Sophie de Menton qui doit être en panne avec son vélo, je ne sais pas, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Marseille, 3 morts à Marseille, impuissance de l'État. On va parler de cette guerre des gangs. Ce matin, je voyais que Éric Ciotti disait que à Nice également, les gangs s'affrontent. La loi sur la fin de vie avec le président de la République qui promet une loi et de nouvelles conventions citoyennes. Et puis notre balise, notre tableau de bord IFOP fiducial Paris Match pour Paris Match avec un président de la République en baisse. Commençons avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Rafik Smati, on va commencer avec vous. Oui, ce week-end, l'Italie a décidé d'interdire ChatGPT. Aux États-Unis, il y a des demandes de moratoire. Alors ChatGPT, on rappelle que c'est l'intelligence artificielle. Et c'est intéressant, pardon de vous interrompre, c'est que régulièrement, on a ici des gens qui font des coups de gueule contre ChatGPT. Et vous aviez fait un coup de cœur. Et là, visiblement, vous êtes contre cette interdiction. Oui, ChatGPT, très honnêtement, je comprends que beaucoup aient peur de l'intelligence artificielle. C'est probablement la révolution la plus massive que l'humanité ait connue depuis l'invention de la roue. Et je pèse mes mots. C'est quelque chose de massif. On est en train de transformer, de basculer de l'intelligence au carbone, c'est-à-dire l'intelligence humaine, à une intelligence au silicium. Donc c'est une révolution majeure. Et je comprends que ça suscite des inquiétudes. Sauf que ce que je veux dire à tous ceux qui ont peur et à tous ceux qui s'interrogent, c'est que la révolution ne va pas avoir lieu. La révolution a déjà eu lieu. Le point de bascule a eu lieu. Donc, ça ne sert à rien de l'interrompre parce que de toute façon, l'avènement de l'intelligence artificielle est là. Ouais. Donc, face à ça, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez en réaction et vous pensez avec arrogance que vous allez pouvoir interrompre ou ralentir le mouvement, soit vous essayez autant que possible de l'épouser, d'en tirer profit pour tout simplement en tirer le meilleur et le cas échéant, l'accompagner par des lois, par des règles et par des nouveaux usages. C'est la seule solution. Je voudrais simplement dire à ceux qui veulent interdire ChatGPT ou ceux qui veulent des moratoires que aujourd'hui, derrière ce combat-là, se joue un combat géopolitique majeur. C'est les cartes du monde du 21e siècle et du 22e siècle qui sont en train de se redistribuer. Comprenez bien que dans la recherche de l'intelligence artificielle, 52% des brevets ont été déposés en 2022 par les Chinois. 52%, 17% par les Américains, 4% par l'Union européenne et le Royaume-Uni. Voilà aujourd'hui les rapports de force. Donc si nous, les Européens, si même les États-Unis, décidons de discuter du sexe des anges, pendant que de l'autre côté, à l'Orient, eh bien on est en train d'en faire un vrai cheval de bataille pour le 21e siècle, nous serons laminés. Donc là, encore une fois, battons-nous, posons-nous les bonnes questions, embrassons la révolution et ne nions pas les évidences, sinon c'est nous qui nous ferons laminer. Mais est-ce qu'on a de quoi répondre ou vous dites accompagner? Est-ce qu'on n'est pas face à une vague qui est en train de nous submerger et contre laquelle on ne va pas avoir les outils ou la réactivité suffisante pour ne pas se faire engloutir? Vous posez une bonne question, mais puisque la vague arrive, donc on ne va pas se poser la question de savoir comment on va ralentir la vague, puisque la vague de toute façon arrive. La base de toute conquête, c'est de poser un bon diagnostic. Ouais. Si on n'est pas capable de poser le diagnostic du caractère inéluctable de ce qui arrive, on n'y arrivera pas. C'est pas en nous lamentant du déclin, en nous lamentant par les millions d'emplois qui vont disparaître en Occident, et il y aura des emplois qui vont disparaître en Occident, malheureusement. Enfin malheureusement, non. Chaque révolution a été une révolution de destruction créatrice. La révolution agricole, de la révolution industrielle à la révolution de l'intelligence artificielle. Il y a des emplois qui vont se supprimer, mais il y en a qui vont se créer. Maintenant, est-ce qu'ils vont se créer chez nous en Europe? Est-ce qu'ils vont se créer aux États-Unis? Est-ce qu'ils vont se créer en Chine? C'est ça la question. Donc, en regardant le problème de face, on sera mieux armé
pour le régler. Ça ne veut pas dire qu'on y arrivera, mais on sera mieux armé. Stéphane, un auditeur, nous dit sans intelligence humaine, l'intelligence artificielle et ChatGPT est une coquille sans aucune autonomie. Non mais bien sûr, c'est à mon avis un peu ridicule, c'est un peu Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent d'expliquer qu'on va interdire aujourd'hui l'intelligence artificielle, elle est là, il va falloir faire avec, il va falloir s'y préparer, il faut pas faire n'importe quoi avec, parce que effectivement ça peut être des outils de manipulation assez importants, donc il faut effectivement s'y préparer, l'encadrer, mais expliquer qu'on va l'interdire, c'est juste totalement illusoire. Aujourd'hui elle est là, il faut faire avec, il faut s'y préparer, il faut anticiper effectivement la révolution au niveau des emplois, de ceux qui vont disparaître et de ceux qui vont se créer. Vouloir l'interdire, c'est totalement irréaliste à mon avis aujourd'hui. Mais maintenant, il faut pas être béat devant l'intelligence artificielle. Elle a un certain nombre de limites et elle a un certain nombre de dangers. Et il faut bien les examiner pour bien s'y préparer. Oui, c'est Elon Musk aussi à qui ça fait très peur, qui a demandé à ce qu'on stoppe. Elon Musk, merci de me donner la possibilité de réagir là-dessus. Elon Musk, sur le coup du moratoire, est de très mauvaise foi. Elon Musk, il faut quand même le rappeler, est à l'origine de la création de la société. C'est un peu un oxymore. Elon Musk est à l'origine de la création de OpenAI, qui est la société qui exploite ChatGPT. Elon Musk a décidé de quitter OpenAI il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, quelque part, il est un petit peu mauvaise. Il est en train de voir cette entreprise qui est en train de s'imposer comme le centre de gravité de la tech américaine et même de la tech mondiale. Et moi, je soupçonne Elon Musk d'être extrêmement de mauvaise foi sur cette histoire de moratoire. Il a raté le coche, quoi. En fait. Et en effet, il a raté le coche. Et puis Elon Musk est par ailleurs parfaitement conscient des enjeux de l'intelligence artificielle, puisque à côté de ça, il est en train de créer une société qui s'appelle Neuralink. Enfin, il a créé une société qui s'appelle Neuralink, dont le but n'est pas moins que de planter des puces dans le cerveau pour nous interfacer avec les intelligences artificielles. Et donc celui qui est en train d'imaginer mettre des puces dans la tête des hommes est en train de nous dire qu'il faut faire un moratoire. Mais les cofondateurs les co-signataires, il y a le cofondateur d'Apple, il y a le cofondateur de Skype, et il y a des chercheurs du MIT. Oui, Régis de Castelnau, sur cette intelligence artificielle. Je vais commencer par dire du bien d'Elon Musk, puisqu'on vient de le critiquer, parce que si vous me voyez, Valérie, c'est grâce à Elon Musk. Oui. Parce que moi, ça fait des années que j'attends la fibre. On m'a dit, pas moyen que les opérateurs français fassent leur boulot. Et heureusement, j'ai pris le système Starlink et ça marche très bien. Voilà. Merci Elon Musk. Bon, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec Rafik. Je veux dire, faut pas mettre des remparts de sable comme ça devant une accélération. Parce que la roue, je veux bien. On peut parler aussi de l'imprimerie, mais là, c'est une accélération. La révolution numérique est quelque chose de phénoménal. On va avoir en plus bientôt les ordinateurs quantiques, c'est-à-dire que, je veux dire, les puissances de calcul seront colossales. C'était Ray Kurzweil, qui était un ingénieur qui avait été embauché par Google et qui disait qu'on allait arriver à une singularité quand effectivement l'intelligence artificielle, la révolution biologique, et puis je me rappelle plus quelle était la troisième, vont fusionner. Et c'est vrai que si ça continue comme ça, on peut se poser la question de ce que sera le monde dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ça, c'est quelque chose de phénoménal. Mais mettre des remparts comme ça, prendre des décisions administratives en disant non, alors que dans le monde entier, et la Chine en particulier, accélère, je pense que c'est pas très très sérieux. Qu'il faille éveiller les consciences et mettre en place les moyens de contrôle, les moyens d'éviter les excès, je veux bien, mais attendez, on va être balayé si on n'y prend pas garde. Sophie de Menton qui vient d'arriver. Oui, on parle de ChatGPT et Rafik Smati nous disait qu'il ne fallait pas avoir peur et l'interdire comme en Italie. Mais alors, d'abord, il y a une phrase toute simple qui, moi, me fait très peur. C'est qu'on n'arrête pas le progrès. Ce n'est jamais arrivé dans le monde qu'on puisse arrêter le progrès. Quand quelque chose est parti, il y a des chercheurs dans le monde entier qui sont là en train de bosser, qui prennent de l'avance. C'est une hérésie totale de penser,
par quelque moyen que ce soit, qu'on puisse arrêter le progrès. Alors qu'on s'inquiète, je suis la première à m'inquiéter, il faut trouver d'autres solutions. Il faut au contraire aller plus vite, éduquer, mais effectivement, les remparts de sable, j'y crois pas. Ça va pas fonctionner. Allez, deuxième expression, Sophie de Menton disait on n'arrête pas le progrès, et je rajouterais une deuxième expression, la peur n'évite pas le danger. Non plus. Bon référent, c'est la journée. J'en attends d'autres. Hein. Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de la LFI, on va parler des caricatures d'Emmanuel Macron, et puis la fin de vie, Marseille. Beaucoup de sujets aujourd'hui. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, il est 9h16. On continue notre tour de table. Allez, Sophie, un petit peu de soleil ce matin avec vous. Oui, alors j'ai 2 petits coups de cœur flash, parce que je fais attention au temps. Ouais. Un coup de cœur, les terrasses reviennent à Paris et dans les grandes villes. Non, d'accord, il fait froid, mais rien que de voir les terrasses, les plantes qui sont plantées autour, parce que les restaurateurs font un effort formidable, et ça va leur faire 20% d'activité en plus. Donc il faut que la météo s'y mette. Donc ça, c'est un coup de cœur. Un coup de gueule rapide, c'est un cauchemar. Ne mettez pas d'iPod quand vous êtes en 2 roues. Enfin, vous voulez dire d'écouteurs dans les oreilles. Dans les oreilles. Là, ce matin, il y avait une circulation effroyable en 2 roues. Vous pouvez pas passer, et on peut pas faire un coup de klaxon, on peut rien faire. Ils sont obnubilés par la musique, et c'est très très dangereux. Donc ça, c'est le deuxième coup de gueule flash. Et le coup de cœur, c'est Doudou et compagnie. Doudou et compagnie est une entreprise qui a décidé, contre l'aberration totale d'avoir fait une mascotte que je trouve personnellement horrible pour les Jeux Olympiques, qui est un bonnet phrygien. En fait, ce que ça symbolise, c'est bien en ce moment. Et ils ont fabriqué ça en Chine en plus, le bonnet phrygien. Et donc, j'ai trouvé ça épouvantable. Et il y a une boîte qui a dit ça suffit. Et je trouve ça formidable qu'il y ait un entrepreneur français qui réagisse comme ça. Doudou et compagnie, j'adore le nom, a déjà gagné ses JO, dit le Parisien. Il fait 500 peluches par jour en Bretagne. Il a engagé des gens de partout. Il a... Oui, mais c'est quand même fabriqué en Chine. Enfin, il y a une partie... du tout. Ah non, d'accord. Il peut pas faire face à tout, donc on en mettra moins en Chine. Mais il a déjà quand même considérablement... Et pourquoi pas tout en France ? Pardon ? C'était une question de timing, je crois, parce que j'ai compris. Mais si on les parce qu'on ne savait pas du tout qu'il y avait les Jeux Olympiques qui arrivaient, c'est ça ? Oui, c'est ça, on ne savait pas. On n'a pas pu anticiper. C'est que la mascotte a été choisie un peu tard, a priori, par rapport aux dates de fabrication. Mal, y compris pour la fabrication. Et donc, il n'y avait pas d'atelier en atelier. Il est allé partout, sur toute la France, pour faire des rouleaux de fausses fourrures rouge et bleu, Berck, et pour découper les différentes pièces. Il y arrive. Et voilà, les mascottes des Jeux Olympiques, au moins, on en aura fabriqué à la Guerche de Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Bravo, 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 Cocorico, c'est formidable. Je voudrais ajouter quelque chose, Valérie, sur les coups de cœur terrasse et le doudou dont elle vient de parler. C'est vrai que l'autre mascotte, alors sur le symbole, moi je suis phrygien, bonnet phrygien, mais elle est tellement moche. Non, mais il y aura une autre mascotte, Sophie. Il y aura, j'ai vu une vidéo hier, j'ai vu un rat, un surmulot, un colossal. Non, c'était un ragondin et c'était à Rome, c'était pas à Paris. C'était pas à Paris. Ah bon, d'accord. Alors parce que bon, ça m'a fait rire. J'ai le mastar qui traverse la rue et les gens n'ont pas du tout l'air d'être perturbés. Donc c'était un ragondin. C'était un ragondin et c'était pas à Paris. Il faut faire attention. Mais là, on peut les fabriquer en France. Si on avait le rat comme symbole olympique, on avait tout ce qu'il fallait. Voilà, faut faire attention. Un mot sur l'affaire du fonds Marianne. N'oublions pas, c'est pas parce que Marlène Schiappa est dans Playboy qu'il ne faut pas parler de ce fonds qui a attribué 17 associations plus de 2 millions d'euros, 2,5 millions d'euros pour lutter contre la radicalisation. Et ce matin, la journaliste Sophie Broyet, qui a fait l'enquête pour l'œil du 20h sur France 2, dit qu'il y aurait une enquête. L'inspection générale d'administration a ouvert hier une enquête pour l'attribution de ces subventions et l'usage qui en a été fait et le contrôle qui en a été assuré. Donc c'est une bonne chose. Voilà, je pense qu'il faut toujours faut pas l'oublier. Voilà, on parle de Marlène Schiappa dans Playboy. On ne va pas refaire le débat. Un contrôle n'est qu'un contrôle.
Oui, mais sur les conditions d'attribution. Pourquoi ces associations-là De toute façon, moi je suis contre les associations. Alors. Bah non, on ne peut pas dire ça. Avec des fonds d'État, je suis désolée. On ne peut pas dire ça. Fonds d'État, je ne suis pas d'accord. On a un problème. Mais oui. On a un problème en France avec ces systèmes de subvention. C'est extraordinaire. Je veux dire, il n'y a pas de contrôle. On ne sait pas ensuite comment l'argent est réparti. Moi, je me rappelle en 2014, lorsque le PS avait subi une défaite énorme aux élections municipales, les gens du PS avaient fait un pointage du nombre de permanents que ça leur faisait perdre. Les permanents étant les gens dans des associations amies, etc. On arrivait à 5000 personnes qui avaient perdu leur emploi du fait de la disparition de ces subventions. Non, il y a un scandale de principe sur les subventions, l'utilisation qui en est faite. Ça, c'est vrai. Absolument. Ouais. Allez, on continue. Pas généraliser non plus. Il y a beaucoup d'associations qui font la vie, notamment dans les territoires ruraux, qui ont besoin quand même d'argent public pour pouvoir fonctionner. Mais tout à fait. Le problème, c'est le contrôle. Le problème, c'est le contrôle et les conditions d'attribution parfois. Jean-Baptiste Moreau, vous, c'est un coup de gueule. Oui, comme d'habitude, on va dire. C'est assez mono-sujet, mais c'est pas tout à fait la même chose que d'habitude. C'est la France insoumise et sa conception de la démocratie, à savoir, je respecte la démocratie quand je gagne et je respecte la voix du peuple quand il est d'accord avec moi. Exactement. C'est à peu près ça, puisqu'ils sont en train de découvrir que le scrutin majoritaire à 2 tours fait qu'au premier tour, on choisit le candidat qu'on préfère et au deuxième tour, on choisit celui qu'on déteste le moins. Ça a été le cas pour la présidentielle où ils contestent sans arrêt le droit d'Emmanuel Macron à mettre en place son programme parce qu'il a gagné au deuxième tour avec les voix de ceux qui ne voulaient pas de Marine Le Pen. C'est le principe de la démocratie. Enfin voilà, c'est jusqu'à preuve du contraire. Ça a toujours fonctionné comme ça sur un scrutin majoritaire à 2 tours et c'est quand même l'outil le plus performant et le plus fiable au niveau démocratique, jusqu'à preuve du contraire. Et donc là, ils nous font tout un sketch et alors faut voir un peu les expressions qui sont utilisées vis-à-vis de la candidate socialiste quand même, qui n'est absolument pas dans la majorité présidentielle, qui ne veut pas y siéger, qui est contre la réforme des retraites et qui a gagné face à la candidate LFI. Juste parce que la candidate LFI, elle a fait 40% et que son opposante PS a fait 60%, donc elle a été élue avec les voix LR, avec les voix RN. Oui, certes, moi j'ai perdu au mois de juin avec un candidat LR qui a appelé à voter pour la France Insoumise. J'ai pas entendu mon opponente de la France Insoumise s'élever contre... c'est une députée, Catherine Couturier, qui m'a battu aux législatives en Creuse. J'étais député sortant. Et le parti a supporté? Non, c'était un dissident des Républicains, je tiens à préciser. C'était pas officiellement un candidat des Républicains, mais n'empêche c'est un candidat de droite qui avait été député UMP par le passé et qui a appelé à voter pour la France Insoumise et elle n'a rien trouvé à y redire. Et d'ailleurs, il y a pas grand-chose à y redire. En plus, de fait, on sait très bien que c'est pas les consignes de parti qui font les votes. Maintenant, les citoyens sont assez grands pour savoir pour qui ils ont envie de voter ou pas voter. Et donc, c'est le principe de la démocratie. Je veux dire, oui, effectivement, la candidate PS a été élue par des gens qui ont voté RN au premier tour, qui ont voté Renaissance au premier tour, qui ont voté LR au premier tour, peut-être même qui ont voté LFI au premier tour et qui ont voté pour elle au deuxième tour, ça existe aussi. Donc voilà, mais c'est le principe de la démocratie, c'est comme ça que fonctionne, mais ça dénote un peu leur fonctionnement qui est totalement sectaire et qui n'est... Enfin, on voit... Fabien Roussel a eu le malheur d'expliquer que la NUPES était dépassée, qu'il allait falloir peut-être élargir le mouvement à d'autres, à Bernard Cazeneuve, à d'autres personnes. Il faut voir les insultes et les bordées d'injures qu'il prend par les caciques de la France Insoumise. Enfin, ces gens-là sont dangereux. Pour moi, et je l'ai dit depuis le début, et j'ai un désaccord avec Renaissance à ce niveau-là, en cas de deuxième tour RN-LFI, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Ils ne sont aussi peu républicains et aussi peu démocrates l'un que l'autre. On ne peut pas dire ça, il faut arrêter de dire, je suis désolé, entre le Rassemblement National et les Insoumis, je fais une différence. Aucune. Comment pouvez-vous dire ça? Je veux dire, d'abord, le nom d'extrême, qu'est-ce qu'ils ont fait récemment? Mais dites-moi. Je veux dire, autant ça a été le cas, j'ai pensé qu'il y avait une extrême droite, avec Jean-Marie Le Pen, etc. Autant ça fait quand même des mois et presque des années qu'ils ont changé de comportement, qu'ils ont changé d'avis. Mais comment vous pouvez dire ça? C'est vraiment, c'est trop facile. Je veux dire vraiment, ils sont ni extrêmes ni de droite d'ailleurs. Est-ce que les consignes de vote aujourd'hui ont un sens? C'est la question que vous posez, Régis. Vous vouliez réagir à ce que disait Jean-Baptiste Moreau? Je fais une remarque sur ce scrutin. Ces réactions sont grotesques. C'est parfaitement exact. Y compris du côté de Raffarin, qui dit « Ah, enfin, c'est un front républicain contre la NUPES ». C'est ridicule aussi. Les vrais scores, c'est quoi? 16% des inscrits sur le député qui avait été annulé. 16%.
La personne qui a gagné, c'est 20% des inscrits. Là, on a un problème démocratique. Hein. Là, on a un problème démocratique, c'est cette participation extrêmement faible. Le reste, c'est de la pantalonnade, quoi. Je veux dire, traiter quasiment de nazi cette socialiste qui est une personne, j'ai pas dit que c'est une personne âgée, mais elle est socialiste depuis 30 ou 40 ans. Hein. Elle était sur le terrain, enfin, elle est reconnue comme telle par ses camarades. Donc, oui, c'est des gesticulations et qui déconsidèrent. Et justement, je crois que Sophie a raison. Je veux dire, le Rassemblement national par rapport au comportement de la NUPES, alors peut-être parce qu'ils rasent les murs, peut-être parce qu'ils ont adopté, je crois que c'est le cas, hein, la ligne que leur a conseillé Jérôme Sainte-Marie, le politologue, en disant ni extrême ni de droite. Hein, oui. C'était la première page, je crois, sur Causeur, hein, la couverture. Donc, mais bon, mais c'est aussi, je pense, l'expression d'une grande inquiétude, un peu d'une panique, hein, parce que toute leur agitation là est en train de se retourner contre eux. Oui, un mot, Rafik Smati. La France insoumise fait beaucoup de mal à la gauche. Beaucoup de mal à la gauche. Vous savez, il y a un courant en France qui est un courant admirable, qui s'appelle la gauche, qui a donné naissance à des personnalités aussi emblématiques que Clémenceau, que Blum, une gauche qui a défendu le progrès technologique, une gauche qui a défendu la laïcité, il y a longtemps, hein. Une gauche républicaine. Aujourd'hui, la France insoumise, que ça soit sur la République, regardez ce qu'ils disent sur la police, que ça soit sur la laïcité, qu'ils sont les premiers à défier, que ça soit sur l'écologie, ils sont les premiers à s'opposer au nucléaire, qui est la première énergie propre. La réalité est qu'aujourd'hui, nous avons un parti qui se prétend de gauche, qui est en train de fracasser la gauche. Il appartient aujourd'hui en France aux gens qui sont authentiquement de gauche, et je crois que ce courant de pensée existe encore, non pas à l'Assemblée nationale, mais dans l'opinion publique, à se fédérer, à faire naître une alternative. Parce que la démocratie, c'est par définition l'alternance. La France a besoin d'une gauche, mais une gauche au service de la République, au service du peuple, au service du progrès technologique. Et ce n'est pas la NUPES ni la France insoumise qui les incarne. Tout à fait. Et Olivier Faure et les quelques apparatchiks qui l'entourent, qui ont vendu le Parti socialiste. Moi, je viens de la gauche. Hein. J'ai jamais été encarté auparavant au PS, mais je viens de la gauche et j'ai rejoint Emmanuel Macron en 2016. Mais Olivier Faure, en vendant avec ses apparatchiks pour quelques postes, parce qu'il est incapable de faire quoi que ce soit d'autre que de la politique, le PS à la France insoumise, a condamné le PS à être dans l'opposition dans les 20 années qui viennent, parce que la France insoumise n'accédera jamais au pouvoir, et heureusement d'ailleurs. On marque une pause, on se retrouve dans un instant, ce sera le coup de gueule de Régis de Castelnau à suivre, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Régis, coup de gueule. Alors, coup de gueule, c'est pour les réactions face à l'expression d'une certaine liberté de caricature. Alors, je parle bien sûr du fameux mur là où il y a un Macron grimé en Hitler. Je n'aime pas du tout cette caricature. Je n'aime pas. Je pense que politiquement, elle ne dit rien d'autre que de l'injure. Bon, ok, très bien. Mais c'est de la caricature. Et donc, alors, ça fait un drame. Ça fait un drame. Donc, les journalistes militants, j'ai vu Laurent Neumann, j'ai vu le jeune Duhamel, dont je me rappelle plus le prénom, venir prendre des grands airs. Hein. Je leur rappelle simplement que la France a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour des atteintes à la liberté d'expression et au droit à la caricature. Je rappelle que, vous savez, il y a cet afficheur du Midi qui s'appelle Flory et qui avait mis des photos plus violentes où on voyait Macron grimé en SA, je crois que c'était ça, avec la moustache et la mèche. Les tribunaux français ont refusé de le condamner parce qu'il y a eu des poursuites. Et ce que je constate, là, on parle de cette caricature, mais hier, il s'est produit à nouveau un événement qui montre le zèle de magistrats macronistes. Il y a eu les poursuites contre cette personne parce que on disait qu'elle avait traité Emmanuel Macron d'ordure, ce qui est tout à fait discutable. Elle a été mise en garde à vue. Absolument. La garde à vue est illégale. Il y a eu un gars dans sa voiture qui voit passer un cortège officiel et qui fait des doigts d'honneur. Il a été mis en garde à vue. Mais qui sont ces magistrats qui se permettent ça ?
Enfin, parce que il peut pas y avoir de garde à vue sans accord ou décision du parquet. Et non, mais attendez, au bout d'un moment, on a mis Éric Dupond-Moretti en garde à vue parce qu'il avait fait des bras d'honneur à plusieurs reprises contre des élus à l'Assemblée nationale. Non, je veux dire, on a un vrai problème avec la liberté d'expression. Hein. Dès que c'est la parole des autres, on veut la faire taire. Donc moi, ça me choque. Oui. Alors on va écouter ce que répondait Manuel Bompard hier justement. Il était sur BFM face à Benjamin Duhamel. Je pense que Macron c'est pas Hitler. Après, je sais pas qui a fait cette fraise, je sais pas où elle est. En France, on a aussi un certain droit à la caricature. Mais attendez, juste, Monsieur Bompard, qu'est-ce que ça change de savoir qui l'a fait, où est-ce qu'elle est? Juste, c'est inacceptable une fraise comme celle-là. Cette image, non, mais ce serait pareil si c'était Jean-Luc Mélenchon ou qui que ce soit. C'est l'esprit Charlie. Je crois que c'est le droit de la caricature. Vous pensez que c'est le droit de la caricature, de voir le président grimé en Hitler comme ça? Donc faut la laisser. Vous, ça vous choque pas, quoi. Voilà. Vous passez devant, vous n'êtes pas choqué. Je suis pas d'accord avec l'image qui est passée. C'est bon, je connais vos trucs, vos pièges. Arrêtez, laissez tomber. Ça va pas fonctionner avec moi. Donc je vous dis que je suis pas sur le fond. J'ai bien évidemment. Vous me posez une question et je vous dis bien évidemment, Emmanuel Macron, c'est pas Adolf Hitler. Ça me paraît être une évidence. Voilà. Si ça a son importance de savoir qui a fait cette fresque, puisqu'il s'agit d'un illustrateur, d'un peintre qui s'appelle Lecto, et c'est lui qui avait peint Jacques Attali avec des tenant Emmanuel Macron en marionnette, et il y avait quelque chose de relent antisémite quand même dans cette fresque. Et mais quand on dit le droit à la caricature, dans Charlie Hebdo, dans une bande dessinée, là on est sur le mur d'une ville, Et alors? C'est compliqué. Non, moi je suis d'accord, c'est compliqué. Attendez, quand dans le Monde avait fait un dessin où on voyait en symétrie, on voyait nazifié, il y avait également Mélenchon et naturellement Marine Le Pen. Lorsqu'on voyait à chaque fois ces militants ou elles avec des brassards à croix gammée, c'est de la caricature. Je trouve effectivement, je peux trouver choquant cette caricature de Macron en Hitler, je peux la trouver choquante, mais je suis désolé, c'est la liberté d'expression. Absolument, et Le Monde avait viré, il a donné sa démission, le dessinateur du Monde. Non, là c'était Plantu. C'était Plantu, non, mais je termine Valérie là-dessus. Je suis tout à fait désolé. Dans la discussion avec Bompard, Bompard, il a raison. Il dit, c'est pas moi. Moi, ça m'intéresse pas cette caricature, je l'aurais pas faite. Mais pour autant, il y a quelqu'un qui l'a fait. Je rappelle, article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, qui fait partie de la Constitution. La liberté d'expression est absolue, sauf quand elle est organisée par la loi. S'il y a des intérêts supérieurs, et c'est a posteriori, et c'est le contrôle du juge. Donc, s'il y en a qui considèrent que cette caricature, ils n'ont qu'à saisir la justice, et ils seront battus. Donc, au bout d'un moment, moi, les cours de morale, ça va. Ce que vous en pensez, Jean-Baptiste. De cours de morale, la liberté d'expression. Moi, je suis attaché profondément à Charlie Hebdo et j'ai un certain nombre d'amis qui sont soit des journalistes, soit des anciens journalistes de Charlie Hebdo, donc j'ai aucun souci avec ça. Il y a quand même des limites à la liberté d'expression, à savoir l'injure et la diffamation. Ça, c'est quand même des choses qui moralement sont condamnables. Mais après, la liberté d'expression, oui, elle est absolue, à condition de pas elles sont juridiquement condamnables, pas moralement, juridiquement condamnables. Oui, juridiquement, mais moralement, la morale n'a rien à faire dans tout ça. Mais alors, un auditeur pose la question qui est effectivement une bonne question. Est-ce que ça change quelque chose que ce soit dans un journal ou sur un mur? Oui, c'est la vraie question. Rafik, vous en pensez quoi, vous? Je ne suis pas d'accord avec Monsieur de Castelnau, et je vais vous dire pourquoi. Pour deux raisons. D'abord, Régis, vous dites que quelqu'un qui fait un doigt d'honneur au convoi de la Première ministre, il est scandaleux qu'il se fasse arrêter. Amusez-vous à faire un doigt d'honneur à un convoi. Allez, dans le pays supérieur de la liberté, aux États-Unis. Amusez-vous à faire ça et vous allez voir ce qui va vous arriver. Enfin, à un moment donné, il faut être quand même raisonnable. En même temps, près du Capitole d'assaut. La référence américaine, merci. Deuxièmement, sur ce qui relève précisément de cette caricature, au-delà du fait qu'elle est de mauvais goût et, de mon point de vue, totalement inacceptable. La liberté d'expression à bon dos. Là, c'est quoi ? On n'est pas sur Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, je l'achète ou je ne l'achète pas. C'est mon choix, c'est ma liberté. Là, vous êtes sur une caricature que vous m'imposez. Moi, riverain, vous me l'imposez. Et moi, riverain, je n'ai pas envie, que vous me l'imposiez, et deux, de payer avec mes impôts pour l'effacer. Donc, il y a une différence fondamentale. Charlie Hebdo, j'achète ou je n'achète pas. Là, vous me l'imposez et vous me demandez de payer pour l'effacer. Alors, je dis non. Enfin, il y a des affiches qui font des pubs sur la couverture de Charlie Hebdo. Des hérésies juridiques, mais extraordinaires.
vous ne payez rien pour l'effacer. Si d'abord personne n'a le droit de la faire effacer sans décision d'un juge. Et si le juge considère qu'il faut l'effacer, pardon, mais celui qui l'a dessiné contre un mur, vous pouvez parfaitement demander. Celui qui l'a dessiné n'a pas attendu l'autorisation du juge pour la dessiner. Là, ce que vous dites est absolument aberrant. Mais c'est magnifique, Rafik, c'est magnifique. La liberté d'expression, c'est a priori. Le contrôle est a posteriori. Donc maintenant, je lève le doigt et je vais demander à il y a un respect de la propriété privée quand même, de base. Mais le respect de la propriété privée, je ne sais pas si c'est le propriétaire. Si vous voulez la faire effacer, le juge peut vous en donner l'autorisation, c'est vrai, et ce sera à la charge de celui qui l'a faite, cette truc. Donc, faut pas venir nous raconter des histoires. La liberté d'expression, c'est un principe. Et je constate que votre culture de la liberté d'expression, elle est quand même très relative. Parce que lorsque vous dites trafic, on impose dans Charlie, ils ont fait une première page qui était devant tous les kiosques où on voyait la tête de Macron qui roulait après avoir été guillotiné. C'est honteux quand même. Mais moi, je trouvais ce dessin honteux. Je détestais ce dessin, mais il était partout. Mais je suis pas sûre que ça a été jugé, le Attali avec les marionnettes. Je vois Lecto est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la race, la religion, mais aussi provocation politique à la discrimination. Le procès se tiendra le 14 septembre, etc. L'antisémitisme, le racisme, c'est pas la liberté d'expression, c'est des crimes. Mais non, mais oui, d'accord, sauf quand on s'en moque, c'est très compliqué comme sujet. C'est a posteriori. Non, je parlais de l'afficheur Flory. Il met affichage satirique avec un Y, c'est assez rigolo, et qui avait fait une caricature de Macron déguisé en nazi, en Hitler, avec un uniforme nazi. Il a été relaxé. Bon, voilà. Donc, mais je vous signale qu'il n'a donc toujours pas été jugé, Lecto, pour la fresque avec Attali. Non, mais vous dites qu'il a été relaxé. Il n'a pas été. Je parle de l'afficheur Flory. Ah, Flory, c'était autre chose, d'accord. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bon, on avait beaucoup de sujets à évoquer, mais c'est intéressant aussi ce tour de table parce que ça nous permet de sortir un petit peu des sentiers battus et de l'actualité ronronnante. Je voulais quand même qu'on revienne sur ce qui s'est passé à Marseille. 3 personnes qui sont mortes dans la nuit de dimanche à lundi, des fusillades, il y a eu des blessés, évidemment le trafic de drogue qui continue de faire rage. On semble découvrir à chaque fois ce qui se passe. Pourtant, Rafik Smati, c'est bien que vous soyez là ce matin, vous nous aviez raconté pendant la campagne présidentielle, vous étiez allé, vous, dans ces quartiers nord, et vous aviez, malgré tout ce qu'on sait, vu des choses qui dépassaient l'entendement. Oui, en effet. D'ailleurs, c'était bien avant la campagne présidentielle. Il y a à peu près 2 ans, j'avais été invité par une élue de Marseille à me rendre dans une élue très courageuse, d'ailleurs qui n'est plus élue, qui est très courageuse, qui m'a invité à se rendre dans certains de ces quartiers. Et ce que j'ai vu est assez hallucinant. Je vais vous raconter par exemple ce qui s'est passé. On entre dans la cité, on est interpellé par des bandes de voyous en scooter armés qui s'interposent à vous, qui vous demandent de vous arrêter et qui vous demandent qu'est-ce que vous faites là, et vous êtes qui? Et quand nous on leur répond et vous qui vous êtes, ils nous répondent nous sommes la police du quartier. Et immédiatement, enfin, vous êtes vraiment dans un territoire avec une loi parallèle, avec et c'était il y a 2 ans, et c'était la même chose il y a 5 ans, et on le voit. On a vu le film d'ailleurs. C'est aujourd'hui, et malheureusement, on le sait. Et alors pourquoi on ne fait rien ? Pourtant, il y a des solutions. Parce que vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des solutions. Moi, tant qu'on sera dans la prohibition sur les drogues, ça oui, alors ça, c'est un autre sujet. Non, c'est pas un autre sujet. Non, ça, c'est un autre sujet. Non, tant qu'on sera sur la prohibition sur les drogues, il y a la loi d'un côté et l'ordre d'un autre. Non, mais il y a des solutions qui sont proposées. Le général Soublet, par exemple, avait théorisé un nouveau dispositif qui est l'état de contrôle renforcé, qui est à mi-chemin entre l'état de siège et l'état d'urgence, qui concentrerait sur une zone en particulier environ 1000 hommes, une force de frappe 24 heures sur 24, des juges, des policiers, des gendarmes, tout ça sous encadrement militaire pour mettre de l'ordre et ensuite s'occuper d'une autre zone de non-droit. Je voudrais simplement dire et rappeler une évidence, mais qu'on a tendance à oublier, c'est que les principales victimes
de cet état de fait, c'est évidemment la France, c'est évidemment la République, mais c'est surtout les habitants de ces quartiers. Parce que 98, 99, peut-être même plus encore, % des habitants de ces quartiers sont des gens bien, comme vous et moi, qui ne demandent qu'une seule chose, c'est à vivre paisiblement. Et ces gens sont pris en otage par des bandes de voyous qui font la police dans ce quartier et qui, malheureusement, la bouclent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de la boucler. Eh bien, quand on est républicain, eh bien, on ne peut pas accepter que certains de nos compatriotes soient à ce point ignorés. On appelle ça des quartiers, des territoires perdus de la République. Moi, j'ose dire que ce sont des territoires abandonnés par la République parce que nous avons des gens de la République, des Français, des compatriotes dans ces quartiers qui sont abandonnés. Ça arrange aussi qu'il n'y ait pas d'autorité dans ces quartiers, certainement. Alors, Sophie, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est que, évidemment, que je suis d'accord pour ce type de solution. J'en avais parlé aux gendarmes, à la gendarmerie, qui m'avaient répondu, si on fait ça, il y a immédiatement les autres quartiers des territoires perdus qui se mettent en révolte et nous n'avons pas les moyens d'être partout. Et donc ils sont en réseau. C'est-à-dire qu'on fait ça dans un quartier de Marseille, exactement ce qui est génial. Et ben immédiatement, pour enlever les forces et les attirer ailleurs, tous les quartiers des territoires perdus se mettent à se bagarrer, à se mettre en guerre, etc. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que je pense que le sage montre du doigt, l'imbécile regarde le doigt. En l'occurrence, on a un vrai problème. Les missions régaliennes de l'État ne sont pas assurées. L'État dépense un argent fou, on est complètement endetté, on supprime des emplois dans l'éducation nationale, on n'en met pas assez dans la police, on est incapable de gérer les forces qu'il faudrait partout, et par contre on donne des primes de covoiturage. Je veux dire qu'il y a une aberration de distribution de l'argent. Je ne suis pas sûre que ce soit une question de moyens. Là c'est une question de moyens, on n'a pas assez de flics. Vous faites non, on n'en a pas assez. C'est même pas les policiers, c'est l'armée. Mais on n'a pas assez. Jean-Baptiste, vous évoquiez la légalisation. Mais là on est à la cocaïne, on parle plus de shit, on parle de cocaïne et de trafic de kalachnikov et d'armes de guerre. Oui, mais le gros du trafic et le gros du chiffre d'affaires du trafic. J'ai fait une mission parlementaire et j'étais rapporteur et à l'initiative de la mission parlementaire sur la légalisation du cannabis. Le gros du chiffre d'affaires du trafic de drogue aujourd'hui, c'est quand même le cannabis. Bien sûr qu'il y a les autres drogues, évidemment qu'il y a les autres drogues vers lesquelles d'ailleurs les dealers essayent de pousser le plus possible leurs clients parce qu'elles sont plus addictives et plus. Mais le produit d'appel, on va utiliser le terme de marketing, c'est le cannabis. Et aujourd'hui, dans ce contexte-là prohibitif, de toute façon, on le sait très bien, on l'a vu dans les années 30 avec l'alcool aux États-Unis, la prohibition ne fait que pousser les trafics, c'est tout. On a laissé s'instaurer effectivement dans ces quartiers un ordre parallèle à l'ordre de la République, et c'est d'ailleurs en partie pour ça qu'on ne va pas sur la légalisation, notamment du cannabis, parce qu'on sait très bien que le jour où on légalise, ces quartiers vont être en feu. Ils vont être en feu parce que vous privez les trafics de 80% de leurs revenus, globalement. Sur le cannabis, c'est à peu près les chiffres. Et que ce jour-là, vous allez avoir effectivement les têtes de pont qui vont mettre le bazar dans les quartiers parce que effectivement vous leur coupez une grande partie de leurs revenus qui leur servent à financer d'autres choses derrière. Mais moi je dis, vous pouvez mettre tous les moyens que vous voulez, ça revient à vider le désert avec une fourchette. Parce qu'aujourd'hui, vu avec 1 million de consommateurs quotidiens de cannabis en France, vous pouvez faire vous pouvez mettre tous les flics que vous voulez sur le terrain, ça ne changera rien au problème. La problématique, il est trop massif. Il faut légaliser. Il faut légaliser le cannabis. C'est dingue. Il y a la dépénalisation. Mais justement, c'est nos mômes, c'est aujourd'hui qu'ils sont en danger. C'est aujourd'hui qu'ils en trouvent absolument où ils veulent et quand ils veulent. On est dans une hypocrisie totale. Et c'est de la lâcheté pure de continuer cette stratégie de dire oui, c'est interdit. Non, c'est pas interdit en fait, parce qu'il y en a partout. Donc de toute façon, c'est pas interdit. Puis après, ce sera la cocaïne. Mais non, mais il faut faire de la vraie prévention, ce qu'on ne fait absolument pas aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas les moyens. Aller dans les collèges, aller dans les lycées, expliquer ce que c'est que les dangers de la drogue et du cannabis, notamment en consommation addictive sur les cerveaux en formation. Il ne s'agit absolument pas de l'autoriser aux mineurs, ça doit rester totalement interdit, mais il faut changer de logiciel, parce que c'est pas parce que vous allez mettre 1000 ou 2000 flics de plus sur le terrain, vu les volumes vous allez détruire un réseau. Il y en a 3 on avait auditionné notamment la PJ de Marseille dans le cadre de cette mission-là, et il nous avait dit, de toute façon, vous détruisez un réseau, il y en a 3 qui se reconstruisent le temps que vous avez détruit, ils se font la guerre avec les décalages pour savoir lequel va prendre le dessus, et au bout de 6 mois, ça y est, il y en a un qui a
repris le dessus sur les deux autres. On rend ça libre. Qu'est-ce qui se passe? Régis, je voudrais que... Allons voir justement ce qui se passe au Canada. Allons voir au Portugal où on a dépénalisé l'usage des drogues, où on traite le drogué comme un malade avant de le traiter comme un coupable. Et je peux vous dire qu'il y a moins de consommation et il y a moins de problématiques de réseau et de trafic. Ouais. Mais c'est de la dépénalisation partielle et c'est ce qu'il y a de pire. Effectivement, ça stimule encore plus le trafic et on contrôle encore moins la qualité. Mais allez voir au Canada, allez voir au Portugal, c'est des exemples qui fonctionnent aujourd'hui. Régis, vous en pensez quoi? Deux observations. Jean-Baptiste dit une chose très juste, c'est-à-dire que si on démantèle un réseau, si on intervient à un endroit, ça repartira ailleurs. En ce moment, je crois que c'est Netflix qui propose toute une série d'émissions sur l'arrestation ou la disparition des grands patrons de cartels en Amérique latine. El Chapo, Pablo Escobar. Dès qu'ils ont été éliminés, d'autres sont venus s'installer. Donc, effectivement, c'est vider la mer. Jean-Baptiste parlait de vider le désert avec une fourchette. Je pensais à vider la mer avec une cuillère à soupe. Bon, non, je pense aussi qu'on a quand même un problème en France qui va au-delà des trafics de drogue, c'est l'abandon de l'espace public. Parce que, bon, les problèmes d'insécurité à Nantes, considérée comme une des villes les plus dangereuses d'Europe. À Rennes, je prends des métropoles qu'on connaît, où lorsque l'on voit je crois que c'est à Nice, j'ai vu une vidéo avec des jeunes qui se promènent dans la rue avec des kalachnikovs et des armes de poing. Enfin, c'est assez sidérant. Il y a un abandon du contrôle de l'espace public qui était fort en France. On avait la gendarmerie, tout le 19e siècle, ça a été, l'arrivée de ce contrôle du territoire. Il est en voie de disparition. Donc, Paris en est un bel exemple dans certains quartiers. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport territoire perdu, territoire abandonné? Je crois que c'est le terme qui... Non, mais ce qui m'étonne, c'est que nous, on reçoit dans l'émission Média régulièrement des journalistes qui font des enquêtes. Il y en a eu une remarquable de Jérôme Pierrat sur le trafic d'armes à Marseille qui était absolument sidérante, où on voyait des armes de guerre. Il a un réseau d'informateurs très important et il a filmé des choses absolument sidérantes. Il ne se passe rien. Récemment, je ne me souviens plus, mais on a eu un journaliste qui nous a raconté qu'il avait pu filmer en drone une cité de Marseille. Il est allé demander l'autorisation à la préfecture, à la mairie, et on lui a dit « voyez avec les bandes sur place, parce qu'ils vont abattre votre drone ». Je veux dire, on en est là. C'est-à-dire qu'ils disent « nous, on est OK ». Mais c'est pas parce qu'on supprime qu'on met la drogue en vente libre que tout ça va s'arrêter. Mais si vous ne leur demandez pas à eux, votre drone va être abattu parce qu'ils vont croire que c'est un drone de la police. Ça va pas s'arrêter, mais les policiers qui courent après les fumeurs de shit, ils passeront moins de temps à ça et ils passeront plus de temps sur la lutte contre la vraie criminalité. J'ai peur que ce soit pas la solution. Au Canada, ils l'ont fait. La consommation des mineurs a diminué de 40% sur les 12-17 ans sur le cannabis. Sauf qu'il y a une prévention aussi qui est faite là-bas. Parce que la prévention a été faite et parce que ça a légalisé, parce qu'ils ont légalisé le cannabis. Mais là, on en est au doublement de la consommation de cocaïne en France depuis 10 ans. Mais pourquoi Parce que le dealer, quand le mec vient lui acheter du cannabis, qui vient souvent des beaux quartiers, et que vous choperez en général jamais d'ailleurs, le coup d'après, il essaye de lui proposer autre chose pour le faire revenir plus souvent et pour augmenter son chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce que vous faites avec la légalisation? Si vous coupez le cannabis, si le cannabis vous le trouvez dans un magasin légalisé, mais non, mais bien sûr que non, ça n'existe pas. Consultez des addictologues. Si vous avez du cannabis qui est dans des magasins spécialisés, le gars qui va l'acheter du cannabis, il achètera du cannabis, il va pas aller acheter de la cocaïne, il n'aura plus besoin d'aller voir le dealer dans les quartiers. Parce qu'on vous explique, c'est qu'il va y avoir de la concentration du shit avec une concentration plus forte. Mais il faut le contrôler, ça c'est à l'État. Mais qui sera vendu justement de façon clandestine. Il faut tout faire en même temps et c'est très compliqué. Je veux dire, commencer par quelque chose. Ça fait 50 ans qu'on fait ça, ça ne fonctionne pas. On est le pays qui consomme le plus de drogue en Europe avec la législation la plus difficile. Et quels que soient les ministres de l'Intérieur, ils le font de bonne foi. Ils font le maximum. Et les policiers sur le terrain font le maximum. Mais tant qu'on ne changera pas de logiciel, on sera en échec et on continuera à l'être. Rafik Smati. Moi, j'ai un contre-argument à opposer à Sophie de Menton. Vous avez dit, Sophie, et je pense que c'est la crainte des gouvernements, que le fameux risque de contagion. Vous savez, que si on décide de s'intéresser à un quartier en particulier en y mettant c'est pas moi qui le dis, c'est la gendarmerie. Task force, que ça puisse contaminer. Moi, je ne crois pas en cette hypothèse. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que nous aurons la population avec nous.
Est-ce que vous croyez que les jeunes de ces quartiers, dont on parle souvent des jeunes des quartiers, moi je les connais les jeunes des quartiers, la plupart d'entre eux n'ont qu'une seule obsession, c'est de vivre libre, d'être entrepreneurs, ils ont des projets plein la tête, etc. Donc je crois que c'est une erreur que de penser que si on va aller chercher les voyous dans ces quartiers en y mettant les moyens qu'il faut, on va avoir la population qui va basculer du côté des voyous. Pas la population, les autres bandes. Oui, mais les autres bandes, si la population sent que la force publique est derrière elle, la population arrêtera de la boucler. Et ces bandes seront en minorité dans leur propre quartier. Et là, nous pourrons nous en occuper. Je crois qu'on est dans un... J'aimerais bien que ce soit vrai. Non, mais on est dans un schéma, mais allez dans ces quartiers, discutez avec les gens. Vous verrez la loi de la jungle qui y règle. Ce sont des gens qui sont profondément meurtris, malheureux. Qui subissent. Vous voyez les maires qui sont allés hier. Vous allez supprimer 2 bandes et c'est la 3e qui va prendre le dessus. Enfin, tant qu'il y a de la consommation de drogue massive comme elle l'est aujourd'hui et rémunératrice, mais ça continuera à exister. C'est important ce que vous dites sur la contagion, parce que je suis réserviste dans la gendarmerie, donc je les vois, on en parle, etc. Et je leur disais, mais enfin, vous pouvez nettoyer un quartier. Je disais exactement ça n'existe pas. Mettez l'armée, mettez... Il dit, on ne peut absolument pas, ce sont ces bandes qui sont en réseau. Et alors, je crois que les populations, si une bande se met partout à se soulever... mais une bande, vous savez, une bande dans un quartier à Marseille, une bande, c'est quoi? C'est 10-20 personnes. Alors pourquoi ils terrifient? Comment ça se fait qu'ils arrivent à terrifier tout le monde? Il suffit que vous ayez des armes et que vous fassiez régner la loi de la jungle. Ils sont en ultra-minorité, ces gens-là. Alors comment on n'arrive pas même aujourd'hui à les arrêter? C'est le sujet. C'est le sujet. On ne va pas le résoudre ce matin. Merci à tous les 4. Dans un instant, l'émission Média. À tout de suite. Au revoir.